Oui. Merci à tous. Bonsoir, messieurs et dames. Nous vous remercions encore d'être présents ce jour pour cette dernière et pour ce dernier épisode, je dirais, de notre série de webinaires. Nous sommes le 6 mars 2024. Et puis aujourd'hui, nous accueillons le professeur Sie Zachary Kam qui va Vous nous m'entendez? parler de l'apprentissage en profondeur. Ah, Hervé est là. D'accord, je te laisse. Hervé? Oui, Hervé, on t'entend. Il a des soucis techniques, je pense. Tu peux continuer, Céleste. D'accord, je vais donc continuer. Aujourd'hui, nous accueillons le docteur Sieza Karikam, maître de conférence en physique et astrophysique, qui va partager avec nous l'apprentissage en profondeur. Je vous remercie Petit tous une souci de fois de son plus. chez moi. Ok, Hervé, je te laisse la place. OK. Est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'on va continuer. Euh, merci à Céleste et à Hervé pour l'introduction. Nous sommes à la dernière séance de Zach, cette vous série m'entendez? et nous avons, dès le début, commencé à parler de la notion d'alignement pédagogique avec le docteur Pascal Colles-Noré. Et après, ça a été sur les objectifs d'apprentissage avec Hervé Moutom. Et nous avons ensuite travaillé sur la question des grands groupes et la gestion de grands groupes a été animée par le docteur Stéphane Céleste Soking. Et à la dernière séance, la séance passée, nous avons regardé ensemble la notion de pédagogie active où nous avons placé l'étudiant au cœur de son apprentissage. À ce niveau, nous avons vraiment centré la pédagogie active sur l'apprenant lui-même. Aujourd'hui, j'ai la lourde tâche, je vais dire, de venir derrière tout ce beau monde pour parler de la question de la, l'apprentissage en profondeur. Et l'approche que nous allons par la suite décrire, c'est une approche que nous avons commencé à expérimenter avec nos apprenants et je vais essayer de décrire cette approche-là avec vous. Nous profitons de remercier l'ensemble de nos universités d'accueil qui nous ont permis de faire la formation et aujourd'hui, nous sommes à mesure de partager également ce que nous avons appris avec les autres collègues. Et nous remercions l'Université virtuelle du Burkina qui a permis à ce que nous puissions partager avec vous ces différentes séances-là. Alors, comme objectif, nous allons nous fixer comme objectif de présenter de manière globale, on va dire, les éléments de la conception d'un enseignement qui sera à mesure d'activer plutôt un apprentissage en profondeur. Et pour y arriver, nous allons indiquer le besoin et la motivation qui entraînent la mise en place d'un apprentissage en profondeur, présenter les compétences qu'on dira compétences transférables, des compétences qui vont outiller l'apprenant à rentrer dans le milieu de l'emploi, dans la vie active, identifier les éléments pouvant activer un apprentissage en profondeur et par la suite indiquer les éléments qui permettent de faire la conception de cet apprentissage-là, les pratiques, les méthodes, etc. Le plan que nous allons suivre est le plan suivant. Nous allons parler globalement de la vision, qu'est-ce qui motive, et donner les bases afin de pouvoir tirer les exemples d'apprentissage en profondeur. Alors, l'importance pour nous en tant qu'enseignants, c'est de former. Former, enseigner, et ça passe par plusieurs activités et ça passe par plusieurs éléments comme accompagner, apprendre aux apprenants que nous avons à rentrer dans la vie active. En somme, si nous voulons faire de la bonne pédagogie, c'est faire de la pédagogie au service et de la réussite de l'apprenant et cela va être un gain pour toute la société. Il est important pour nous de revenir sur les différents niveaux d'apprentissage que
qui ont été introduites dans les séances passées. Nous avons parlé de la question de l'apprentissage en surface, dans l'aspect cognitif, affectif et psychomoteur. Nous allons regarder également la question de l'apprentissage intermédiaire. Et aujourd'hui, nous allons aller de manière spécifique sur la question de l'apprentissage en profondeur. Dans le domaine cognitif, l'apprentissage en profondeur va s'intéresser sur la question de la réflexion. Dans le domaine affectif, ça va être l'adoption et dans le domaine psychomoteur, ça va être le perfectionnement. Donc, l'approche à profondeur va être généralement observée chez les étudiants qui vont être motivés par la suite et qui vont se donner à la recherche d'un apprentissage beaucoup plus adapté à leur environnement. Et quelle est la vision en tant que format d'apprentissage? C'est que l'apprentissage en profondeur est un traitement actif de la connaissance que nous donnons, à l'opposition de l'apprentissage en surface qui va s'intéresser juste à l'aspect de la connaissance. Ici, nous allons mettre en activité ce qui va être donné comme connaissance. Ne plus engager les apprenants en réalité à seulement mémoriser pour pouvoir rendre quelque chose pour juste les devoirs, quelque chose de ponctuel, mais aller vers l'activation plutôt d'une transformation de connaissances qui va être assez pratique et les acquis seront capitalisés. Donc, on va dire que l'apprentissage qui va suivre l'apprenant toute la vie. Et les concepts en matière de cet apprentissage, c'est que les professionnels de la psychologie de l'apprentissage montrent que pour favoriser un apprentissage en profondeur, il est nécessaire, très nécessaire, on va dire, d'amener les apprenants à réfléchir eux-mêmes. Donc, on voit ici l'action des apprenants, l'activité des apprenants, de telle sorte qu'on va les mettre dans des situations où ils vont s'exercer, ils vont faire des discours, ils vont faire des études de cas et ils vont arriver plus tard à résoudre des problèmes en passant souvent par des travaux de groupe ou des travaux individuels. Et plus loin, on verra que le niveau d'apprentissage que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui est l'apprentissage en profondeur, va s'intéresser à traiter des problèmes. Autrement dit, la résolution des problèmes qui vont être beaucoup plus complexes. On a souvent tendance à dire qu'on ne va pas amener l'apprenant à juste résoudre ou répondre à des questions, mais à trouver le problème et à s'intéresser à sa résolution. En allant plus loin, il va développer sa propre procédure et par la suite tester sa procédure. Donc, on revient ici sur la taxonomie de Bloom. Si on regarde ce qui est dit précédemment, c'est-à-dire que le niveau dans lequel on veut amener l'apprenant, c'est au niveau de la création, de l'évaluation et exactement au niveau de l'analyse. Donc, cette taxonomie revue de Bloom va nous donner la capacité de l'étudiant à pouvoir faire quoi? À pouvoir identifier, à faire de l'identification, à faire de l'analyse et par la suite à pouvoir faire de la conception, comme on l'a dit. En tant qu'enseignant, qu'est-ce qui motive nous, en tant qu'enseignants, à rentrer dans cette logique d'apprentissage en profondeur? On l'a dit clairement, si vous prenez un étudiant que vous formez, votre bonne volonté, votre désir, on va dire, c'est que l'apprenant sorte avec un dépôt qui par la suite va servir à toute la société. Et les éléments ici qui vont motiver, c'est que l'apprentissage attire l'attention de l'éducateur et des décideurs de tout le monde, du monde entier, on va dire. Parce que ce soit un entrepreneur, que ce soit un décideur, il a envie d'avoir un personnel qui a de la compétence, donc qui a dû apprendre quelque chose et qui l'a conservé. Et un concept complet, notre apprentissage en profondeur est un concept complet qui vise ici à mobiliser un changement complexe et systémique afin de faire quoi? De transformer l'apprentissage au bénéfice de tous les apprenants. Donc, ici, on dira que nous sommes dans une logique de transformation de la pratique en compétence.
Nous allons retenir cette expression compétence parce que c'est ce qui va retenir l'attention lorsqu'on va vouloir faire la mise en place de nos apprentissages en profondeur. Donc, ce qui veut dire tout simplement que on tend à développer des compétences qui sont applicables dans le domaine de l'analyse, de la synthèse et de l'évaluation ou même, comme on l'a dit, en présentant la taxonomie de Bloom, même de la création. Donc, on va prêter cette expression de Muller qui dit que l'apprentissage en profondeur est un partenaire sans frontières qui vise à transformer le rôle des enseignants pour en faire des activateurs qui seront amenés à concevoir des expériences propres et consolidées, les compétences globales des étudiants par la résolution des problèmes du monde réel. Ici, l'attention qu'on doit prêter, c'est le monde réel. Les apprenants ne vont pas être toujours en classe. Ils vont finalement sortir dans le monde réel et nous devons les former pour pouvoir y être. En tant qu'enseignant, notre intention, c'est de mettre en place un enseignement qui va être un enseignement durable. OK? Et ceux que nous allons former pour la société doivent être un personnel qualifié. C'est ce qui va nous motiver également. Développer des compétences qui vont être des compétences transférables, des compétences que la société a, dont la société a besoin, dont les entreprises ont besoin, dont le milieu de l'emploi a besoin. Donc, nous devons transmettre du savoir qui va amener un savoir-faire assez consolidé. Nous avons parlé la dernière fois, lorsque nous parlions de la pédagogie active, que les principes de la pédagogie active sont basés sur l'implication, l'interaction, la contextualisation et la dernière partie, c'est l'apprentissage en profondeur. Quand on active un groupe, quand on veut qu'un groupe soit dans une pédagogie active, on veut qu'il y ait un dépôt, on veut qu'il y ait quelque chose qu'ils vont retenir pour la suite de leur vie dans le milieu de l'emploi. D'où la nécessité vraiment de parler de la question de l'apprentissage en profondeur. Si nous voulons faire de l'apprentissage en profondeur, on ne fait pas de l'apprentissage en profondeur exclu de la question pédagogique. Donc, nous devons poser ici les bases de la pédagogie. Autrement dit, on va revenir sur les concepts qui ont été introduits, la triple concordance, où nous avons une concordance entre l'objectif de l'enseignement, les objectifs de l'enseignement, la méthode utilisée pour passer cet enseignement et les méthodes d'évaluation doivent être harmonisées dans un environnement où l'apprenant se retrouve. Et lorsque nous sommes dans la triple concordance, nous avons vu également que l'apprentissage ou bien la pédagogie, la formation doit être toujours continuellement renouvelée. Et généralement, les spécialistes de la pédagogie utilisent différentes méthodes. Il y a la méthode ADI, qui est un modèle de conception d'ingénierie pédagogique euh, qui ici propose 5 étapes. Nous avons une première étape qui va être l'analyse de toute l'atmosphère de l'enseignement, de la présentation du contenu pédagogique. Et après, cet enseignement va être structuré et nous sommes ici au design, puis développé. Et nous allons passer, on aura plus tard la question du développement, autrement dit de l'implémentation. Et une fois que nous avons implémenté l'enseignement qui a été conçu, nous allons passer plus tard à l'évaluation. Il faut évaluer son enseignement afin de voir si on change et on revient à l'analyse. De plus en plus, on voit dans le milieu anglophone que le modèle SOTOL va être utilisé. SOTOL qui veut dire Scholarship of Training and Learning. Ici, le SOTOL constitue à la fois un modèle de développement professionnel, mais aussi c'est un outil pour améliorer la qualité de notre enseignement. À la différence ici, quand on va regarder le modèle ADI peut être développé seul, mais en réalité, quand on regarde le modèle SOTOL, on peut le développer seul, mais ce serait beaucoup plus intéressant lorsque nous travaillons ici en communauté. Autrement dit, dans un groupe pédagogique. Ici, on verra qu'il y a besoin de faire quoi? De faire
la communication sur le changement et également d'évaluer le changement qui a été opéré. Alors, si nous avons évalué, alors nous devons avoir les éléments de base pour structurer notre enseignement avant de passer à l'aspect pratique. Donc, dans la structuration de notre enseignement, généralement, nous avons les modalités qui sont les successions de présentiel ou de distanciel. Nous devons définir ça clairement avec les apprenants. Scénariser très bien notre enseignement, mettre des activités, le support et préparer toutes les évaluations. Donc, cette structuration de base, c'est la même chose qui va se répéter dans toutes les formes de pédagogie. Donc, nous avons une base et maintenant, nous ciblons les compétences. Et les compétences généralement qui sont ciblées, c'est la pensée critique, la collaboration, l'innovation, la créativité, l'entrepreneuriat, donc l'action de l'étudiant ici, et sa capacité également à communiquer. Il faut que dans la mise en place de notre stratégie pour l'activation de l'apprentissage en profondeur, nous puissions cultiver, engendrer la culture du numérique, ce qui va faciliter énormément l'atteinte de nos objectifs. Et par la suite, travailler à ce que les apprenants soient autonomes parce qu'ils ne vont pas être, nous n'allons pas être toujours derrière eux lorsqu'ils vont être dans le milieu de l'emploi, afin qu'ils soient des acteurs du monde. C'est ce qui est important. Donc, quand on regarde cette structuration des différentes cibles des compétences transférables, nous nous rendons compte qu'il faut beaucoup mettre aussi l'accent sur la collaboration et la communication, afin de faire de tous ces éléments-là des leviers qui vont faire quoi? Qui vont activer la volonté de faire des étudiants des acteurs de taille. Alors, en parlant des cibles, hein, les compétences transférables doivent être développées et nous voyons que l'enseignant et l'apprenant doivent être toujours en collaboration afin que lui puisse faire quoi? Il puisse prendre par la suite en compte la question de l'interdisciplinarité. Lorsque nous parlons de groupe pédagogique, l'interdisciplinarité va être la possibilité d'interchanger les enseignements ou bien les activités entre un enseignant et un autre ou entre un établissement et un autre établissement. Il faut également considérer la capacité de l'apprenant à prendre en charge son propre apprentissage, c'est-à-dire qu'ici, nous devons faire confiance à nos apprenants. Dans les différents formats que nous considérons accessibles, si c'est version présentielle, version en ligne, nous devons toujours faire le maximum pour atteindre les différentes cibles que nous avons. Dans les formats accessibles, et il faut également faire quoi? Aller vers le développement des outils pédagogiques et des plateformes adaptées. Donc, si je veux faire une pratique, il faut que je choisisse la plateforme ou l'outil adapté et il faut continuellement renouveler en prenant le feedback des apprenants. Cela veut dire que si nous sommes dans cette logique-là, nous sommes dans une continuelle évaluation où on va mettre l'évaluation au centre, l'évaluation qui va être prise comme apprentissage, l'évaluation qui va être prise comme quoi? Comme au service de l'apprentissage et en même temps l'apprentissage ou bien l'évaluation même de l'apprentissage. On évalue l'apprentissage, on prend en compte l'évaluation dans l'apprentissage. Alors, si nous regardons l'ensemble de ces compétences transférables dans un tableau, nous voyons que tout doit converger vers les différentes compétences. Et lorsque nous travaillons à mettre en place cette activité-là, ou une activité, nous devons faire de notre mieux pour que chacun des éléments puisse être présent. En faisant quoi? En se posant des questions ou en se donnant des objectifs. Si je prends le cas, par exemple, je vais continuer. Je disais que pour pouvoir, par exemple, mettre en place la question de l'innovation ou l'esprit de créativité, il faut se poser des questions ou proposer des activités qui prennent en compte cette activation-là. Par exemple, pour l'innovation, regardez si dans les activités proposées ou dans l'action des apprenants, est-ce qu'on peut faire preuve, est-ce qu'ils font preuve d'initiative, de leadership, d'imagination ou de créativité?
Ou bien est-ce que les solutions, est-ce qu'ils proposent des solutions à des problèmes socio-économiques, etc. Si on va par exemple dans le cadre du numérique, on peut regarder leur activité. Est-ce qu'ils utilisent des outils numériques pour pouvoir définir et planifier la recherche axée principalement sur le problème qui a été posé en classe? On peut avoir la même pensée sur la collaboration, se poser des questions, se donner des objectifs. On peut avoir la même chose sur l'autonomisation, hein, l'autonomie de l'apprentissage. Et par la suite, si on se pose ces différentes questions, on finira par faire un arbre assez touffu. Et je suis conscient de ça. Vous avez quelque chose d'assez touffu. Ce n'est pas pour vous les expliquer, mais c'est pour pouvoir vous donner une idée de ce qui est faisable, hein, tout en mettant ça dans un graphique pour pouvoir avoir de la mémoire et voir si c'est fait. Alors, une fois que vous avez les compétences transférables et les questions qu'on se pose pour pouvoir atteindre, mettre en action ces compétences transférables, on va faire de la conception. La conception de l'apprentissage passe par des points comme le partenariat, hein, d'apprentissage, euh, l'environnement d'apprentissage, le soutien numérique, et on va aller plus loin également vers la question de la pratique pédagogique. Et tout ça, c'est pourquoi, pour pouvoir améliorer l'apprentissage. Alors, ici, que pouvons-nous retenir? C'est que, en fonction de l'environnement, en fonction de l'apprentissage qu'on veut donner, il n'existe pas une seule vision, hein, de l'apprentissage en profondeur. Par la suite, si nous avons regardé ces éléments, pour vraiment les activer, il faut que, pour la question du partenariat, se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a de la collaboration entre les apprenants ou bien entre les différentes équipes, hein, au niveau de la mise en place de l'apprentissage? Est-ce que l'environnement est un environnement adéquat? Et on va regarder également, est-ce que le numérique est pris en compte? Dans la question du numérique, il faut regarder, est-ce qu'on va dans l'objectif de l'amélioration ou bien de la transformation? Et ici, le modèle SAMR, proposé par Dr. Ruben Pointura, va permettre de regarder à quel niveau est-ce que nous faisons contribuer le numérique. Et par la suite, nous avons les pratiques pédagogiques. Au niveau des pratiques pédagogiques, le formateur doit être considéré comme un guide. L'apprenant, les apprenants sont eux-mêmes en charge de leur apprentissage. Et nous avons la diversification des méthodes pédagogiques qui doivent être mises en place. La conception telle que nous l'avons définie avec les différents points va donner sa structuration. Il faut prendre la pédagogie, l'exploitation numérique, le partenariat, les questions de partenariat d'apprentissage. Et pour chaque point, il faut également qu'on se pose les bonnes questions ou se donner des objectifs. Si nous prenons la pédagogie, il faut que la conception des tâches et leur agencement soient bien structurés. Il faut que il faut de la conception visant quoi? Des niveaux approfondis également. Et mixer les différentes stratégies que nous pouvons avoir. Donc, on fait ça pour la pratique pédagogique. On se donne également les objectifs pour quoi? L'apprentissage, hein? Le partenariat d'apprentissage, parce que ici, nous voulons que souvent, ils travaillent en groupe. C'est de voir est-ce qu'il y a, dans le cadre de cet apprentissage, l'activation de l'apprentissage, ou bien est-ce que nous formulons des attentes avec les parties prenantes, ou bien quand on regarde, est-ce qu'on fait quoi? Est-ce qu'on met en place des canaux de communication? Oui.
Nous allons nous retrouver. Entendez Zachary, on ne vous entend plus. Voilà, c'est bon, le son est revenu. Nous allons nous retrouver ici avec une présentation de la conception où nous avons des points que nous devons contrôler dans la dispensation de notre enseignement ou dans le contrôle de l'apprentissage que les étudiants vont avoir. Ainsi, nous allons par la suite avoir pour regarder quelle stratégie nous mettons en place. Nous nous demandons, est-ce que nous activons les apprenants? Est-ce que nous activons la curiosité des apprenants? Est-ce que nous reconnaissons vite lorsque les apprentissages sont donnés, l'acquisition de ces apprentissages? Et est-ce que l'enseignement est donné de manière à ce que il y a une conception au lieu que la pensée soit juste l'opinion de l'enseignant? Il faut également regarder, est-ce que nous plongeons les apprenants dans une expérience en fonction de leur profil? Est-ce que dans le cadre de la mise en place de l'apprentissage, est-ce qu'il y a de est-ce qu'il y a de l'innovation? Donc, nous avons plusieurs éléments que nous mettons dans le même plat afin de pouvoir faire quoi? Afin de pouvoir actionner l'apprentissage en profondeur. Alors, ici, nous avons vu que il y a la conception, il y a les éléments qu'il faut prendre en charge. Quels sont les exemples de cas que nous pouvons retenir? Nous prenons ici les différents cas que nous connaissons, les méthodes d'enseignement, les discussions, les ateliers, les simulations, la mise en situation, etc. Donc, nous avons déjà des méthodes que nous pouvons exploiter pour pouvoir mettre en place l'enseignement ou bien l'apprentissage en profondeur. Et de plus en plus, on parle de la question de la pédagogie entrepreneuriale, qui est une pédagogie permettant de développer des valeurs, des aptitudes ou des compétences entrepreneuriales étudiants prêts pour le milieu de l'emploi. Il y a la notion de culture maker où on actionne, où on est dans la culture de do it yourself. Et également, il y a la question de la pensée design et qui fait quoi? Qui est un cheminement de la naissance de l'idée jusqu'à la réalisation d'un prototypage et le test. Alors, il y a également des éléments que nous connaissons bien pour pouvoir activer cet apprentissage en profondeur. On peut passer par, premièrement, le One Minute Paper, on peut faire les jeux du syndicat, on peut faire le 1, 2, tous. Ce sont des techniques qui ont été expliquées lorsque on a fait la pédagogie des grands groupes ou bien la pédagogie active. Je me suis inspiré de un peu de tout ça pour pouvoir présenter une stratégie que j'applique avec mes étudiants, principalement des étudiants de licence master. Des groupes sont constitués et ce sont des apprenants que nous savons qui vont finir principalement par faire de la recherche. Donc, ils sont habilités à faire quoi? On les demande de produire très souvent des articles. Donc, ici, l'anagramme qui est proposé à EREA est donné par principalement les premières lettres des différents rôles. A pour auteur, E pour quoi? Pour expert, et R pour reviewer. Donc ici, on a besoin des groupes qui vont faire la production. Ces groupes vont être des experts. Ces groupes vont faire du reviewing ou de l'arbitrage par rapport à la production des autres groupes. Comment est-ce que ça se passe? Les auteurs vont produire
et leur production va être consolidée par les experts et la production finale va être revue par l'ensemble des reviewers, un premier groupe de reviewers, un second groupe de reviewers qui va faire ce reviewing indépendamment du premier groupe, et après, les experts vont prendre en compte les reviewings et en collaboration avec les auteurs vont produire un document final qui va être synthétisé par la suite et présenté en plénière. Donc, la classe est principalement divisée en groupes et les rôles vont être partagés. Donc, ici, la production de l'auteur va passer sur l'expert et par la suite reviendra chez les auteurs. Alors, comme je disais, j'ai déjà défini le rôle de l'auteur. L'auteur va produire et par la suite va faire la synthèse de ce qui va être retenu. Et l'expert va apporter sa contribution pour pouvoir améliorer ce que l'auteur a produit. Les reviewers vont faire quoi? Vont donner des feedbacks au groupe de l'auteur et de l'expert. Et par la suite, on va avoir un retour qui va être présenté en plénière. Donc ici, comme je l'ai dit, on va faire un changement de groupe. Les groupes constitués vont pouvoir faire chaque rôle. Je prends un exemple où on a 4 groupes, 4 productions. La première phase va être la production Paper 1 pour le groupe 1. À la deuxième phase, c'est le groupe 4 qui va jouer le rôle de l'expert pour le papier du groupe 1. Et à la troisième phase, ce même papier, Paper 1, va passer au niveau du reviewer, le premier groupe de reviewers. Et à la phase 4, le même papier revu va aller au groupe numéro 2 qui va faire du reviewing sans tenir compte du groupe numéro 3. Et par la suite, l'ensemble va être reversé ici au groupe des auteurs pour l'expertise. Donc, ce modèle peut être reformulé en fonction du nombre de groupes que l'on constitue dans notre classe. Et quand on regarde, si on n'a pas assez de groupes, ce qu'on va faire, on peut enlever les experts, les auteurs vont être toujours là, ou on peut enlever un groupe de reviewers pour pouvoir redonner le travail. Auteur va produire une révision et l'auteur va reprendre en compte l'ensemble des feedbacks donnés par les groupes de reviewers. Voilà ici, qu'est-ce qu'on a pu activer? En regardant, il y a une possibilité d'activer la pensée critique parce que le travail est donné avec des consignes et il y a un retour. La pensée critique va être aussi axée au niveau des reviewers. Il y a la collaboration. Dans chaque groupe, les étudiants sont amenés à collaborer entre eux et à la fin vont devoir faire la communication. Donc, transmettre la synthèse. Donc, ça fait de la communication. Généralement, les sujets donnés demandent de la créativité au niveau des apprenants. Et ça va être un critère d'évaluation jusqu'à quel niveau est-ce que les apprenants vont aller au niveau de la créativité. Et les références qui sont données pendant le cours sont utilisées et les étudiants doivent aller au-delà de ça, soit faire des sondages ou bien relire des articles et produire des flyers qui vont permettre de valider leurs compétences. Donc, dans le cadre de l'apprentissage ici, nous voyons très bien qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont être pris en compte en utilisant notre méthode. Voilà pourquoi nous l'avons choisi pour l'appliquer. Alors, nous avons présenté ici les éléments ou les compétences transférables. Nous avons parlé de la question de la synthèse. Nous avons parlé également de la construction, de la structuration et de la conception de l'apprentissage. Et nous avons donné des exemples qui peuvent activer ici l'apprentissage en profondeur. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir en conclusion? Nous pouvons retenir que l'apprentissage en profondeur est un moyen pour bien gérer l'autonomie et la créativité de nos apprenants,
qui sont eux-mêmes au cœur de leur apprentissage. Donc, on leur place la confiance et la confiance qui est placée en eux pendant l'apprentissage en profondeur, les outils pour être des acteurs du changement. Pour également l'activation de l'apprentissage en profondeur, nous devons être quoi? Des organisateurs du travail, et ce travail doit être également bien préparé. Comme tout enseignement, l'apprenant est au cœur ici, mais nous, en tant qu'enseignants, nous devons demeurer dans la perfection et l'innovation, puisque un travail n'est jamais parfait. Nous devons chercher à perfectionner le travail, à parfaire le travail, donc une amélioration continue. Nous devons promouvoir un travail en équipe, les amener, les inciter à pouvoir travailler en équipe afin de pouvoir activer ici l'apprentissage ou bien la communication ou bien l'échange entre les différents partenaires. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tenir compte des pratiques pédagogiques, de l'environnement dans lequel nous voulons donner cet apprentissage, et nous devons les amener à exploiter de manière judicieuse les différents outils numériques pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir assurer le développement des compétences. Pour pouvoir faire ce travail, nous avons utilisé un certain nombre d'ouvrages que nous mettons ici à votre disposition. Et je sais que je suis allé assez vite. Désolé pour les différentes perturbations. Je vous dis merci et nous sommes disposés à pouvoir échanger autour de cette question et répondre aux questions si nous avons la possibilité. Merci bien. Merci, Dr. Zakari. C'était vraiment une présentation assez complète, très complète même. Donc, merci. En fait, le Dr. Zakari nous a montré que beaucoup plus que notre recherche d'un bon enseignement, c'est-à-dire en général, on cherche à aboutir à un apprentissage en profondeur pour effectuer notre mission d'enseignant de la meilleure façon qui soit. Mais là, il nous a montré que c'est beaucoup plus que ça, que c'est en fait pour parvenir à des citoyens compétents, à des leaders, ce qui est vraiment extrêmement plus important, d'accord? C'est une autre vision de notre rôle de l'enseignant qui est très véridique et que, en fait, parfois, on ne se rend pas compte de cette vision-là. Donc, déjà, merci pour cette nouvelle vision de la mission d'un enseignant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, s'il y a des questions. Je vérifie. Il y a une main levée. Enfin, je vois, il y a une question. Okay. À toi, Hervé. Oui, il y a une question, je vois à M. Kassongo qui a soulevé la main. Merci beaucoup pour nous avoir accordé la parole. Moi, c'est M. Meka Songo à partir de Kolwezi en RDC, collaborateur de prof Hervé Moutom. Nous vous remercions sincèrement pour votre présentation enrichissante encore, très bien présentée, permettez la tautologie. Mais une seule chose que je voudrais peut-être demander à vous, nos présentateurs, voudriez-vous nous faire un paquet de ces présentations PowerPoint, plus que nous envoyer peut-être les enregistrements audio que vous nous envoyez là? Avec les enregistrements, nous avons des difficultés à suivre d'une manière nette parce qu'il faut tout suivre du début jusqu'à la fin. Alors, c'était juste mon inquiétude. Si vous pouvez nous rendre disponibles ces présentations, ça serait une très bonne chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Kassongo, pour la remarque. Je pense que nous allons devoir prendre en compte votre requête.
Est-ce que sur les chats, il y a quelque chose? Voyons voir. Plus rien. Voilà, nous avons la main de Monsieur Bengayed. Monsieur Bengayed, vous avez la parole. Monsieur Bengayed, vous avez la parole. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, l'objectif de l'enseignant, c'est soit dans le cours théorique que dans le lieu de stage, si on a des stages dans quelques spécialités, c'est de préparer le produit final désiré et visé par cette formation. Et c'est ce produit final qui va agir dans la société. Donc, l'objectif de la formation, c'est essentiellement de booster le raisonnement, euh, que ce soit, par exemple, dans notre domaine en médecine, c'est le raisonnement clinique, le raisonnement devant des situations réelles. Donc, il vaut mieux que la formation, elle se base à partir des cas, sur la diffusion de recommandations ou bien de bagages théoriques, mais en partant de contexte, allant vers le théorique, la décontextualisation et en revenant au contexte, là, cette étape, on laisse la chance à l'apprenant de raisonner, de penser comment il va appliquer ou bien ces recommandations dans le contexte à partir de lequel on a parti dès le début. Donc, cette phase de passage donc, vers le cas, c'est elle qui va booster cet apprentissage approfondi. Et voilà, l'objectif, comme vous avez dit maintenant, c'est de préparer le citoyen qui est expert dans son domaine et qui va raisonner comme objectif final de la formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bengayed. Nous retenons que c'est une contribution. Merci bien. Et du coup, nous passons la parole à Monsieur Professeur Emmanuel. On vous accorde la parole. Merci beaucoup, cher collègue. Euh, je m'en vais rapidement demander, j'ai une question, puis bon, une demande d'éclaircissement. Une question, c'est quand je vois très bien la méthode ARRA ou ARRA, je me pose la question à ce moment-là, en combien de temps je peux organiser ma séance de cours? En combien de temps? Si je dois appliquer cette méthode de auteur reviewer et puis expert, voilà, en combien de temps effectivement je dois organiser ma leçon? Ma deuxième préoccupation, c'est avoir des lumières. Premièrement, sur l'élément fondamental des différences entre Adi et Sottle. Et deuxièmement, comment est-ce que je peux prendre l'évaluation comme un apprentissage? Merci. Merci beaucoup, professeur Emmanuel. Je pense, j'ai comme l'impression qu'il y a au moins 3 questions, si je m'abuse, hein. Bien, voilà. Oui. Et voilà, docteur Kam, peut-être. oui, Olfa. Non, On vous je la disais peut-être que on donne la parole à Zach pour qu'il réponde pour ses premières questions et puis on continue, si tu veux bien. En fait, il est. D'accord, Ouais. c'est bien. Docteur Kam, alors le prof Emmanuel voulait savoir dans combien de temps, parce que vous, c'est votre expérience, dans combien de temps qu'il faudra pour alors arriver à organiser un enseignement avec la méthode AREA. Et il voulait aussi avoir une conclusion sur la différence entre le modèle ADI et le modèle SOT. Et enfin, bon, voilà, la prise
en fait, l'évaluation qui doit être prise comme l'apprentissage. Un Exact, peu de lumière exact. là-dessus, oui. Merci. Docteur Kam? Zach, ton micro. Merci à Emmanuel, que nous retrouvons encore cette fois-ci. Vraiment, merci pour les différentes contributions au travers des questions qui nous permettent d'aller encore beaucoup plus en profondeur. Merci. Alors, la première question, en combien de temps ma méthode, est-ce que je peux l'implémenter? La première des choses que je dirais, il faut d'abord savoir quel est l'objectif que je vais atteindre à la fin de l'utilisation de la méthode. Et évaluer effectivement la capacité des apprenants à pouvoir aller en profondeur, autrement dit, à mettre en évidence l'ensemble des actions ou des compétences que nous voulons. Donc, il y a des cas. Lorsque je prends le cas des apprenants de licence, je le fais souvent pour une simple révision du cours. Donc, je prends un exemple. Après, donc, autrement dit, c'est comme une évaluation à mi-parcours, pas une évaluation sommative. Donc, après un enseignement, la séance qui suit, je viens en classe pour pouvoir reviser avant de continuer. Nous prenons la moitié du temps où je pose une question, je les subdivise en groupes, ils vont le faire, ils vont passer à leur voisin du groupe après qui va faire l'apport. En ce temps, je n'utilise pas les experts. Donc, je peux le faire en une séance. Mais si vous voulez tout un chapitre pour pouvoir mettre en place, vous avez besoin de leur donner la base pour la première séance. La deuxième séance, vous pouvez le faire en distanciel où les groupes vont aller travailler de manière séparée, sans la présence de l'enseignant, mais tout simplement en envoyant des requêtes à l'enseignant qui va être un support à distance. Et ils vont revenir en classe où ils vont passer leur contenu aux experts. Et pendant la classe, il va y avoir une discussion de groupe, des échanges, des interrogations entre le groupe des auteurs et les experts. En ce temps, les experts sauront pourquoi les auteurs ont écrit ça et vont apporter des éléments supplémentaires. Et quand ce travail est fait, les reviewers vont se retirer donc dans une autre séance ou bien des activités hors amphi. Ils vont faire la revue et vont revenir remettre aux auteurs et aux experts qui vont exposer le même jour. Voilà comment est-ce que j'ai l'habitude de faire la scénarisation lorsque c'est c'est tout l'enseignement que je veux mettre en action. Maintenant, si c'est pour juste une révision, alors j'utilise juste une séance où on va le faire. Alors, il y avait une autre question. Comment est-ce que j'espère ne pas me tromper, comment est-ce que, je pense que c'est de cette image-là, comment est-ce que l'évaluation peut être l'apprentissage? L'évaluation peut être l'apprentissage tout simplement lorsque vous posez une question et leur demandez à eux d'aller retrouver les solutions. Donc, vous les évaluez quelque part avec des critères bien définis et en voulant vous apporter la solution ou en voulant vous apporter la réponse à votre requête, automatiquement, ils apprennent. Donc, l'apprentissage va ici passer par l'évaluation. Mais ce n'est pas une évaluation qui est donnée comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une base initiale avant que vous ne leur posez la question pour pouvoir susciter en eux, ici, une compétence que je vais dire la question de l'innovation.
je peux ajouter quelque chose, prof, si vous permettez? Oui, allez-y. Oui, docteur Sopeng, allez-y. D'accord, merci pour ça, Hervé. Je voulais ajouter qu'effectivement, j'espère qu'on aura une autre série de webinaires avec l'évaluation qui revient sans cesse. Je voudrais ajouter que effectivement, l'évaluation elle fait partie intégrante du processus d'enseignement, en fait. Parce que pour l'évaluation aussi peut servir pour apprendre. C'est-à-dire que de manière pratique, l'enseignant collecte le maximum d'informations qu'il veut euh, chez l'apprenant pour essayer de s'ajuster ou de prendre les décisions pédagogiques appropriées ou adéquates pour réévaluer l'activité, par exemple. C'est-à-dire de manière consciente ou pas, l'enseignant ou même l'apprenant prend certains repères lors de l'évaluation et qui permet cette fois à l'enseignant de s'adapter aux nouvelles contraintes situationnelles. Euh, on a dit, par exemple, qu'il y avait trois types d'évaluation. J'espère qu'on y reviendra. Par exemple, l'évaluation diagnostique, qui est une toute première évaluation que l'enseignant peut faire, qui n'est pas formative ou sommative, mais qui permet à l'enseignant peut-être de voir si ses objectifs pourront être atteints ou pas, de voir quels sont les prérequis, s'ils sont connus par les apprenants, de voir si il connaît, parce que pour aller d'un point A à un point B, il faut se rassurer en allant au point B que le point A est acquis. Et là, c'est là où l'évaluation peut être considérée comme evaluation for assessment, comme on le dit. On évalue ici pour apprendre et non une évaluation sommative. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Sokeng, pour ces précisions. Et je pense que docteur Kama a épuisé les questions Non, du il y a prof une dernière Emmanuel. question, je Non, pense. non, non, il reste encore une question sur la différence entre la méthode ou l'approche ADI et les sautes. OK. Bon, dans ma présentation, je disais à un moment donné que ça dépend de... Je peux peut-être me tromper. Ici, quand vous regardez au niveau de la pratique hein, du SOTL, il y a la communication du changement et l'évaluation du changement. C'est vrai que l'évaluation ici peut prendre en compte la même évaluation du changement ici, mais ce qui est important, c'est que lorsque vous êtes en communauté d'enseignement, autrement dit, dans un groupe d'enseignants où vous êtes à un groupe pédagogique, vous êtes obligé de communiquer sur ce changement-là. OK? C'est ça qui va aussi faire une forme de différence. Sinon, l'appropriation hein, des connaissances peut être au niveau de l'analyse ici. Et la conception hein, du changement va être quelque chose qui va être développement. Donc ici, on fixe le cap sur le changement par rapport à ici, on ne parle pas trop, au niveau de l'ADI, on ne parle pas trop clairement du changement. Dans tous les cas, là, le modèle SOTOL est beaucoup plus utilisé pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Et ici, c'est la même chose. On va améliorer aussi la qualité de l'enseignement, mais le processus, c'est ça qui va faire la différence. Mais la finalité, c'est la même chose. Être dans une sorte d'amélioration continue de notre enseignement, prendre en compte les différents feedbacks des apprenants. Et bon, voilà ce que je peux dire s'il y a d'autres compléments de beaucoup plus de professionnels. Euh, Sinon, l'idée, c'était de pouvoir présenter les deux modèles, le modèle ADI et puis le modèle SOTOL qui est beaucoup plus en vogue dans le milieu anglo-saxon. Olfa, a levé la main. Ouais. En fait, Merci beaucoup, docteur Zach, pour ces précisions. merci Hervé, je peux Oui, prendre la parole? allez-y, docteur Alpha. Oui, D'accord, oui, merci. allez-y. D'accord, merci. En fait, je voudrais juste rappeler en fait deux questions qui étaient, en fait même trois questions très intéressantes qui ont été posées sur le chat.
Il y a deux questions qui portent sur le numérique. Donc, la première, c'est la place du numérique dans l'apprentissage en profondeur. Ça a été cité au cours de la présentation. On aimerait bien, en fait, c'est le docteur Dalanda de Tunisie, en fait, de mon université, bienvenue Dalanda, qui pose la question et qui aimerait bien avoir un... Nous avons perdu la voix de Olfa. Est-ce que... salle non équipée, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, il y a une autre question, c'est pas le numérique, mais là, c'est une question qui dit, est-ce que si on comprend bien, l'apprentissage en profondeur est lié à du matériel ou à des descentes sur le terrain? Voilà, il y avait ces deux questions-là, donc on aimerait bien que Zaki réponde. Merci. OK. Merci beaucoup. Merci, docteur Zach. Alors, merci. Si tu as attaqué ces questions-là, oui. J'ai noté deux questions parce qu'à un moment donné, j'avais perdu Olfa. La question du numérique pour l'apprentissage en profondeur. Et puis, Ouais, est-ce le que... numérique. Donc, je vais répondre à cette première question sur la question du numérique avec cette slide. Lorsqu'on utilise le numérique, on amène les étudiants à pouvoir utiliser le numérique dans le bon sens. Donc, comme généralement, on veut engendrer chez les étudiants ou bien dans la formation le partenariat d'apprentissage, il n'est pas souvent évident d'avoir l'ensemble des apprenants toujours ensemble sans utiliser le numérique. Donc, on va utiliser le numérique pour pouvoir aller dans le domaine de la collaboration et soutenir l'apprentissage ou ouvrir des perspectives. On peut, par exemple, utiliser le numérique. On va demander une activité où la production finale, par exemple, c'est la réalisation d'une présentation en version numérique ou des audios ou même la réalisation d'un film. Donc, ici, le numérique va intervenir parce que de manière pratique, vous allez amener les apprenants à à mettre la main dans le numérique. Ou bien le numérique côté recherche. Donc, pour pouvoir faire bien la bibliographie, on a besoin d'utiliser le numérique. Donc, en ce temps, il va falloir que les apprenants utilisent le numérique pour pouvoir réaliser cette activité-là. Donc, ici, les outils technologiques, comme je le disais, vont être utilisés soit pour faire de l'amélioration. OK? La technologie, par exemple, est un outil qui va faire quoi? Qui va améliorer certaines fonctionnalités que nous voulons mettre en évidence. Ou bien, par exemple, la transformation. Il faut faire quoi? Laisser certaines pratiques pour pouvoir aller vers le numérique. Donc, la plupart du temps, on veut qu'il y ait de la collaboration avec les apprenants. Et lorsqu'on veut qu'il y ait de la collaboration, la distance est beaucoup plus difficile à gérer avec sans numérique. Ça, c'est un des exemples. Quand on prend, est-ce que l'apprentissage en profondeur est toujours lié au matériel? Pas forcément lié au matériel, parce que ce qu'il ne faut pas confondre, c'est l'apprentissage expérimental ou bien expérimentiel, les gens aiment dire, et l'apprentissage en profondeur. On peut faire même de la pratique sans faire de l'apprentissage en profondeur. Si par exemple, je prends un TP où je demande aux étudiants de monter le TP, de faire ou de vérifier juste le TP, de faire le TP ou bien de concevoir le TP. Vous voyez qu'on va manipuler, on va avoir du matériel, mais on ne va pas être forcément dans le domaine approfondi. Quelqu'un qui va concevoir le TP va être dans l'apprentissage en profondeur, tandis que quelqu'un qui va juste faire des vérifications
voilà, je viens, je prends la fiche de TP, je fais le montage et je vois que la lampe est allumée. Je dis la lampe est allumée. Donc, j'ai juste vérifié le TP. J'ai du matériel, mais pas forcément. Si je prends le cas en droit, les études de cas, je n'ai pas forcément besoin de matériel. Donc, en amenant les apprenants à faire des études de cas en droit, ils vont faire forcément de l'apprentissage en profondeur parce qu'ils vont analyser le cas dans les différents aspects du droit. OK? Ils vont se faire eux-mêmes de la connaissance et ce qui va leur permettre d'approfondir leur connaissance et d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide en termes de dépôt ou bien en termes de connaissances. Je ne sais pas, tu avais dit qu'il y avait une troisième question, je ne l'ai pas entendue. Je ne sais pas si je réponds, s'il y a d'autres apports, voilà. Voilà, je pense que euh, Dr Kam a essayé de balayer pratiquement toutes les questions qui ont été posées. Du coup, peut-être pour compléter la question inhérente au numérique, avant. Bon, oui, 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 c'est juste un petit complément. Oui. Je disais donc, je sens que le numérique devient beaucoup plus intéressant si l'on utilise pratiquement les méthodes actives. Parce que, regardez, si nous sommes dans une condition où l'on dit, voilà, sa méthode, c'est une classe inversée, donc on est obligé de donner pratiquement les rédiments aux apprenants pour aller les exploiter. Bon, là, si on fait déjà le numérique, ça vient quand même résoudre ces difficultés. Mais de l'autre logique de disponibiliser ou encore ce qu'on appelle sur le plan pédagogique les ressources éducatives libres. Vous voyez, donc l'apprenant a pratiquement ses potentialités de les exploiter chez lui au moment qu'il va vouloir. Donc, le numérique devient beaucoup plus intéressant. Mais de l'autre côté aussi, il y a cette logique de la pédagogie différenciée. Hein, donc, le numérique permet quand même d'en arriver à cette condition-là. Donc là, c'était pratiquement ce petit complément. Du coup, nous accordons la parole à Arnaud. Arnaud? Bonjour à tous et merci, Bonjour Arnaud. merci Bienvenue. à vous et félicitations pour l'organisation de ces séminaires, encore une fois. Petit témoignage personnel en termes d'apprentissage en profondeur. Il y a souvent ce qu'on renseigne en haut de la taxonomie de Bloom, de la pyramide de Bloom. Souvent, c'est un étage qui n'est pas mentionné, c'est en fait de transmettre. Et donc, de se mettre en position de transmettre des informations, donc une posture d'enseignement ou de tutorat. Et donc, mettre ces étudiants dans une posture de tuteur ou d'enseignant, et donc de les faire présenter et donc de les faire enseigner à leur pairs des éléments de la matière, c'est évidemment un apprentissage en profondeur et donc c'est une méthode qui est très intéressante. Évidemment, c'est parfois compliqué à mettre en œuvre en fonction des groupes qu'on a et des contraintes qui existent, mais c'est une méthode intéressante. Et c'est une méthode que j'ai moi-même pu expérimenter lorsque j'étais assistant en faculté de médecine. On avait des tuteurs étudiants qui servaient entre guillemets de première ligne dans la réponse aux questions de nos étudiants lors de certains travaux pratiques. Et donc c'était à la fois très pratique d'en avoir parce que quand on a une septantaine d'étudiants en face et qu'on a beaucoup de questions, avoir un, deux, trois étudiants et étudiantes qui répondent aux questions en première ligne, c'est pratique. Et puis, ça leur permet eux aussi de se mettre dans une position où, en fait, ils testent leurs connaissances. Évidemment, ça doit se préparer. Il y a toute une série de critères de sélection des tuteurs qui doivent être mis en place, etc. Mais c'est une méthode intéressante. Il y a un deuxième élément que je trouve intéressant, c'est une innovation qu'on est en train de mettre en place à l'ULB qui s'appelle la boutique des sciences. En deux mots, c'est une interface que des professeurs à l'université mettent en place pour en fait recevoir des demandes extérieures à l'université, des demandes qui viennent de la société, donc des demandes qui viennent
soit de collectivités, de l'État, soit de communes ou d'entreprises ou d'associations locales, de traiter une partie ou un sujet, une thématique en particulier. Et donc ça peut être par exemple de traiter l'impact de l'installation d'une entreprise à tel endroit. Ça peut être l'impact, par exemple, il y a beaucoup de matières environnementales qui sont couvertes par des associations et qui n'ont pas forcément les ressources et les compétences pour pouvoir faire des études. Eh bien, ils peuvent le demander à l'université. Et en fait, cette interface-là, c'est de rediriger vers des étudiants pour en fait que leurs travaux servent à quelque chose. Et donc, on les redirige vers des travaux qui servent réellement à l'extérieur de l'université, ce qui leur donne donc une motivation à faire ça correctement et à s'impliquer. Et donc, c'est en train d'être mis en place, les projets commencent à tourner et c'est assez intéressant dès qu'il y a des ressources publiées sur l'organisation et sur la méthode, et on vous les partagera avec plaisir, évidemment. Merci Arnaud pour ces précisions sur cette question-là. Je vois, je ne sais pas s'il faut d'abord commencer à regarder sur les chats. Alors, on accorde d'abord encore une fois la parole à M. Bengayed et puis on va rentrer sur les chats. Voilà, M. Bengayed, vous avez la parole. Oui, merci. Donc, juste, je vais ajouter quelque chose dans le numérique, l'usage du numérique. Actuellement, on peut s'aider de la conception de jeux sérieux, de l'immersif, de la simulation immersive en utilisant en se référant à des plateformes de simulation immersive dans quelques domaines où là, c'est un peu développé. Ça va aider à l'intégration et à viser cet objectif de formation donc approfondie, à aider l'apprenant à raisonner et s'approcher à son objectif en tant que professionnel qui va agir après. Je vais citer ici l'exemple qu'on a donc fait à une échelle maghrébine dans le domaine de la formation continue de techniciens d'anesthésie en animation, de techniciens en anesthésie et animation. Donc, c'est un programme de développement professionnel continu à distance. Et avec les séminaires qui sont bon, théoriques, mais on a une charte dès le début que ça va se baser sur un cas clinique réel. Avec ça, euh, on a programmé mensuellement une formation pour un groupe. Chaque mois, on a un groupe qui va faire des parcours immersifs. Et vraiment, les feedbacks, c'était très ravissant. Il y a une imprégnation, euh, c'est l'auto-apprentissage, les discussions en groupe, les questions ciblées au mentor, et ça va booster aussi la recherche. Le technicien, il va cibler sa question, il va se motiver pour rechercher et donner lui-même le feedback à tout le groupe. Donc, cette logique de l'auto-apprentissage et l'apprentissage en groupe, c'est bénéfique. C'est dans ce cadre juste un petit feedback d'une réalité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bengayed, pour cette contribution. Et du coup, nous regardons un tout petit peu sur les chats. Je vois deux questions pour vous, Dr. Kam. Il y a, il y a un participant qui voulait savoir comment l'apprentissage en profondeur contribue à la durabilité des connaissances chez les apprenants. La deuxième, je vois, c'est celle de savoir est-ce que l'apprentissage en profondeur découle-t-il de la technologie de l'université, oui ou non? Est-ce que ça dépend de ça, oui ou non? Voilà les deux questions. Docteur Kam? Vous m'entendez? Oui. Oui.
OK, la première question, bon, je vais commencer par la deuxième. Est-ce que l'apprentissage en profondeur découle de la technologie de l'université? Je crois, c'est bien ça? Exact. OK, je pense que non. L'apprentissage en profondeur, c'est de la manière que vous enseignez, c'est un objectif que vous voulez atteindre. C'est pas qu'il y a un dispositif de l'université qui vous permet de faire, d'aller vers l'apprentissage en profondeur. Donc, en réalité, vous devez vous-même concevoir votre enseignement de manière à ce que les apprenants puissent avoir des connaissances qu'on va dire, comme on a appelé des connaissances transférables, des compétences transférables. Donc, vous visez un certain nombre de compétences à la fin. Donc, de manière générale, comme les exemples qui viennent de passer, que ce soit en médecine ou en sciences sociales, etc., l'université ne va pas mettre à votre disposition quelque chose, mais votre enseignement doit cibler ces compétences-là. OK? Et en ce temps, on dira que l'apprentissage dont les étudiants vont bénéficier, ce serait de l'apprentissage en profondeur. Alors, la première question, est-ce que l'apprentissage en profondeur, comment est-ce que ça fait de la durabilité? C'est ça? Exactement. Comment elle contribue à la durabilité des connaissances auprès des apprenants. OK. En fait, bon, si je traduis durabilité comme ça, c'est comme si, est-ce que ça va durer dans... Non, non. La durabilité dont on a parlé, dont on veut parler ici, c'est la question du développement d'une manière globale, en fait. La durabilité, c'est à peu près indexé sur le développement durable. Donc, si vous formez un personnel compétent, ce personnel-là va produire des ressources, va produire de la recherche, va produire quelque chose. Donc, vous êtes dans un des pans, dans un des axes du développement durable. Donc, vous devez travailler à ce que votre enseignement ne produise pas des éléments ou bien des résultats très éphémères. Donc, il faut que ça produise quelque chose qui forme l'apprenant, comme le collègue le disait tantôt. Euh, c'est des apprenants pour demain que l'on forme. C'est des médecins pour demain, c'est des chirurgiens pour demain. Si votre apprentissage, si votre enseignement va tout simplement se limiter à répondre à des questions ou bien tout ce que vous allez leur demander ou bien tout ce qu'ils vont retenir, c'est juste pour l'examen. En ce temps, il n'y a pas vraiment de la durabilité dedans. Ce que vous voulez, c'est former l'homme et à ce niveau-là que je parlais plus de la question de durabilité. Et on n'oublie pas, quand on parle de développement durable, on voit la notion de l'environnement. Si vous avez la possibilité d'intégrer au moins une des notions du développement durable dans votre contexte d'enseignement, c'est l'occasion en fait. Merci beaucoup, merci Dr Kam pour ces précisions. Est-ce qu'il y a encore des questions sur les chats? Dr Olfa, tu vas vérifier avec moi sur les chats. Oui. Est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre? Il y a une question sur le chat, juste maintenant, Ok. voilà. Ah, voilà, nous accordons déjà la parole à notre maître, Libéra. Libéra, vous avez la parole avant Oui, sur le chat. bonsoir à toutes et à tous. Je voulais réagir en fait, juste compléter, hein. Alors, sur la question, attends, je mets ma caméra. Peut-être, oui. C'est toujours mieux de mettre le nom sur le visage. Donc, je voulais revenir sur la question, la différence entre ce TOL et le modèle ADI. En peu de mots, le modèle ADI, en fait, c'est vraiment pour scénariser complètement un enseignement, en passant par les 5 phases. Donc, la phase d'analyse, notamment analyse des besoins, contexte,
analyse de l'existant, etc. Le design, c'est vraiment découper notamment votre enseignement en unités d'apprentissage, en définissant les acquis d'apprentissage visés, les sous-acquis d'apprentissage visés. Finalement, la triple concordance, c'est quoi? Et puis, donc, il y a analyse, le design, développement. Donc, la troisième phase, c'est vraiment concevoir des contenus. Et puis, implémenter, notamment si vous comptez organiser un enseignement en ligne, donc vous implémentez et par la suite, vous donnez accès, par exemple, à un certain nombre d'étudiants et pour tester le produit en fait développé en fait. Autrement dit, les ressources en ligne dans le but de corriger des coquilles, une phrase qui est mal formulée, etc. Donc, c'est ça le modèle a dit. C'est un outil qui permet notamment dans le développement des MOOC qui fonctionnent parfaitement bien. Donc, c'est vraiment un modèle d'ingénierie pédagogique. Tandis que Sauter, je vous ai partagé un lien vers un site de l'université canadienne. C'est beaucoup plus pour le développement professionnel, notamment des enseignants. Et entre autres, c'est un outil qui permet d'améliorer votre enseignement, notamment en faisant un regard critique, une pratique réflexive et notamment faire évaluer votre enseignement auprès de vos étudiants dans le but d'en tirer des leçons, des conclusions, justement toujours pour s'améliorer. Et c'est aussi, disons, faire un travail de recherche sur votre façon de donner l'enseignement, sur euh, donc, autrement dit, pour vraiment partager votre expérience et améliorer les connaissances sur les pratiques pédagogiques. Et donc, voilà. Donc, les deux, je dirais, ADI, c'est vraiment pour l'ingénierie pédagogique et puis SOTL pour le développement professionnel. Autre commentaire que je voulais faire, c'est la question qui a été posée sur la durée de la méthode proposée par Zachary. Je voulais plutôt réagir par rapport aux autres méthodes pédagogiques, notamment l'apprentissage par projet et l'apprentissage par problème. Donc, la durée, ça dépend. Je donne un exemple à l'ULB et d'ailleurs dans beaucoup d'universités européennes, notamment en Polytechnique. On donne un projet au début de l'année et les étudiants réalisent ce projet tout au long de l'année. Et ils présentent, par exemple, une année, il a été demandé aux étudiants de réaliser une fusée qui vole, hein, qui est vraiment une fusée. Et donc, tout au long de l'année, donc c'est-à-dire depuis septembre jusqu'à fin juin de l'année suivante. Et les étudiants, bien sûr, font recours aux différentes de connaissances apprises dans les différents cours. D'où l'intérêt, en fait, et là, je voulais insister là-dessus, d'insister sur l'approche programme hein, dans vos enseignements. Il faut que les compétences, je prends un exemple un médecin. Un médecin, il est formé pendant 6 ans, 7 ans dans certains pays. Et il faut plutôt, comment dirais-je, développer des compétences chez le médecin à la fin de son cursus. Et toutes ces compétences, c'est un ensemble de compétences acquises dans les différents cours. D'où l'intérêt plutôt de privilégier l'approche, pas par cours, mais par programme. Autrement dit, il faut que les enseignants puissent se concerter dans le but de développer les compétences chez le médecin, un médecin qui ne tue pas les patients, mais qui les soigne. Et donc, alors, je reviens à l'apprentissage par projet. Donc, la durée, c'est vraiment en fonction voilà, du problème qui est donné. Ça peut être plutôt, je mélange. Je parle du projet d'abord.
Donc, le projet, tout dépend il revient à l'enseignant de voir les compétences nécessaires pour que les étudiants puissent réaliser le projet en question. Est-ce que c'est sur une année? Est-ce que sur un trimestre? Ça dépend justement des compétences nécessaires et ça doit être, comment dirais-je, précisé dans la consigne. Apprentissage par problème, qu'on appelle APP. Là, il y a deux phases, ce qu'on appelle phase aller et phase retour. Je m'explique. La phase aller, on présente le problème aux étudiants, on leur donne les consignes nécessaires, on les répartit, disons, on leur donne des rôles. Hein. Par exemple, quelqu'un s'occupe de la recherche documentaire, il y a le gestionnaire du temps, il y a l'animateur, le rapporteur, etc., etc. Et la phase aller, et puis il y a disons, la recherche d'informations sur le net, donc des éléments qui permettent aux étudiants de résoudre le problème. Et donc, il faut leur donner le temps de faire vraiment la recherche documentaire, de se réunir, de faire une mise en commun, etc. Il y a la phase retour qui consiste, bien sûr, il y a le rôle de l'enseignant et des tuteurs qui accompagnent. Et le retour, c'est notamment pour une mise en commun et la présentation, en fait, des solutions qui sont proposées. Je donne un exemple très simple. On peut donner un problème aux étudiants, disons, voilà, dans votre université, la Banque mondiale vous donne un financement pour intégrer le numérique ou la question de plagiat, par exemple, dans votre université. Vous demandez aux étudiants de concevoir un projet qui pourrait être soumis à la Banque mondiale et avec toutes les motivations, etc., etc. Donc, ça prend du temps, naturellement, ça ne se fait pas en une heure ou deux. Et il faut donner le temps nécessaire de faire une recherche documentaire, se documenter, voir dans les autres universités quelles applications utilisent pour, disons, détecter le plagiat, etc., etc. Alors, je terminerai par là, j'ai été long, je suis désolé. Le numérique. En fait, le numérique est au service de la pédagogie, pas l'inverse. Autrement dit, tout ce que vous faites en classe, en présentiel, il y a moyen, bien sûr, si la connexion le permet, et si les infrastructures le permettent, de le faire en utilisant le numérique. Et je m'explique. Par exemple, Zachary a parlé parmi les 7, disons, compétences, notamment la question de communication. Le numérique, ce qu'on appelle le forum ou le chat, le forum permet notamment aux étudiants d'interagir, de communiquer entre eux. Hein? Ou le chat, donc le chat, c'est entre deux étudiants ou entre l'enseignant et les apprenants. Le numérique permet aussi de mettre à la disposition des apprenants des ressources, hein, et des liens web ou alors des activités comme un devoir, comme un quiz, etc. Il y a aussi la question d'évaluation. Hein. Donc, le numérique permet effectivement voilà, d'évaluer les étudiants. Je rappelle ici, il y a l'évaluation formative, diagnostique, et l'évaluation certificative. Et ici, je réponds aussi à la question, l'évaluation contribue à l'apprentissage. Donc, et puis, il y a d'autres outils. Zachary nous a montré pas mal de cartes conceptuelles, le visuel, de réaliser de visuel. Donc, si je me résume, en fait, le numérique permet, disons, en utilisant le numérique, le rôle de l'enseignant change. L'enseignant devient le facilitateur, l'accompagnateur. Hein? Et enseigner finalement, c'est quoi? Quand on utilise le numérique, c'est donner une occasion aux apprenants pour qu'ils puissent apprendre. C'est-à-dire, vous mettez à leur disposition
différentes ressources, différentes activités, et c'est à eux de choisir, disons, comment dirais-je, les ressources qui lui permet d'atteindre les acquis d'apprentissage visés. Donc, voilà, donc le thème d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment fondamental, c'est important dans la mesure où, et dans chaque pays, il y a un référentiel de compétences. Autrement dit, il y a des besoins au niveau de la société et c'est grâce justement à l'apprentissage en profondeur qui permet de former des citoyens de demain, des citoyens qui sont capables de trouver des solutions aux problèmes qui vont se poser dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. L'exemple parlant, c'est la crise de la pandémie du COVID, la COVID-19. Et dans un délai record, on a pu mettre sur le point des vaccins. C'est-à-dire, c'est grâce justement à l'éducation, à l'apprentissage en profondeur, que ces experts qui ont pu mettre sur le point les différents vaccins, voilà, ils ont été formés. Je me résume, apprentissage en profondeur, c'est vraiment pour préparer les citoyens de demain et qui seront capables, leur donner des compétences qui leur permettront de s'adapter dans des situations difficiles, de résoudre finalement des problèmes en se basant sur le bagage, disons, accumulé tout au long du cursus, de leur cursus, d'où l'importance de développer certaines des compétences que Zacharie a mis en évidence, en fait. Désolé d'avoir été très long. Merci, Libéral. Hervé. Hervé, il a. Sur le chat, il y avait une question. Je ne sais pas si elle a été aussi balayée. Je vois, il y a une personne qui a posé la question, c'est de savoir est-ce que il est très souvent indispensable de partir des apprentissages forcément en profondeur. Ça, c'est une question qui a été posée comme ça, sauf si je ne l'ai pas bien compris. Je vois aussi une autre, est-ce apprentissage dynamique? C'est ça pratiquement les SMART. Je ne sais pas si la personne qui a posé cette question-là, il a bien posé, moi, parce que moi, j'ai quand même aussi difficulté à bien la comprendre. Mais sauf la première là, est-il indispensable de partir des apprentissages en profondeur pour tout apprentissage? Docteur Zach? Vous m'entendez? Oui. Oui, on ne te voit pas, mais on t'entend. Oui, on t'entend très bien. Il n'y a pas de souci. Je pense que tout apprentissage n'a pas pour finalité un apprentissage en profondeur. Est-ce que vous voyez ce que j'ai affiché? Oui. Exact. Voilà. Dès l'entame, j'avais parlé des différents niveaux d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on travaille sur de la rétention, juste mémoriser, compréhension, etc. En profondeur, c'est la volonté, c'est le désir en fait, quand on veut enseigner, qu'il y ait un dépôt pour toujours. C'est ça la volonté. Mais il se trouve que la méthode d'apprendre souvent de certaines personnes en fonction de l'enseignement qui a été donné ne permet pas d'aller jusqu'en profondeur, comme on le dit. Là où on se limite à juste la capacité de la personne à apprendre. Si vous donnez un enseignement et l'année prochaine, l'étudiant n'a pas pu ne peut plus se référer à votre enseignement pour faire autre chose, et on va se demander s'il avait 18 s'il avait A à votre examen, il a validé votre examen. Ça veut dire qu'il avait fait un apprentissage peut-être intermédiaire. Il n'est pas allé en profondeur parce qu'il n'a pas utilisé les outils qui lui avaient été donnés les fois précédentes pour pouvoir aller encore plus loin. Je ne sais pas si effectivement, si j'ai répondu à la question, mais tout enseignement n'aboutit pas forcément à un apprentissage en profondeur.
c'est à l'enseignant de mettre en œuvre l'ensemble pour que l'ensemble de ces activités puissent aboutir à quelque chose qui va rester pour longtemps. Et ça va être l'apprentissage en profondeur. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Merci beaucoup. Merci, Dr. Kam. Je pense peut-être aussi pour compléter un élément là-dedans. En fait, moi, je vois ça comme étant un continuum. On ne peut pas, du coup, sauter des apprentissages en surface pour se retrouver automatiquement. Donc, avant d'en arriver, on devra pratiquement avoir les éléments de l'apprentissage en surface, là, intermédiaire, et ainsi de suite. Oui, Et effectivement. En fait, vous avez pour ignorer les pleinement autres raison, étapes, et docteur. Docteur Moutom, vous avez raison. Je ne peux pas sauter directement, dire que j'ai fait de l'apprentissage en profondeur. En réalité, dans la manière, dans votre stratégie, vous devez vous poser d'abord vous devez, comment dirais-je, construire l'enseignement avec une dynamique qui va progresser. Donc, lui donner les bagages sur la question de se souvenir, hein, la capacité de reproduire. Après, vous lui donnez également les concepts et les habilités, inévitablement. Et après, vous l'entraînez vers quoi? Vers la pensée qu'on va dire, la pensée stratégique. Quelle stratégie il mettra en œuvre pour pouvoir faire telle ou telle chose. Et après, vous avancez encore plus loin vers la question de la stratégie basée sur la réflexivité. Donc, on va être dans une réflexion stratégique quand on est vraiment vers la fin. En ce temps, la personne est assez outillée pour pouvoir leader ou bien pour pouvoir leader quelque chose lorsqu'il va sortir de l'apprentissage. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce qu'il y a-t-il encore une autre question? Merci vraiment pour je pense qu'on a fait l'intervention de très bon Libéra tour. nous a été vraiment très, très, très précieuse. En tout cas, chapeau bas à lui. Comme ça. Arnaud, pareillement. Est-ce qu'il y a-t-il encore d'autres préoccupations? Je vois, il n'y a plus rien. J'ai une question. Quelle est la suite? Vous nous avez dit que c'est la dernière séance. Ah, exactement. Oui, Olfa, tu peux répondre à cette question-là? Libéra, là, tu nous tends un piège. Hein. Bon, on est en train de parler, on est en train de discuter, on est en train de dire qu'on aimerait bien. Céleste, elle nous le dit tout le temps. C'est vrai qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas encore partagés. Donc, on est en train d'y penser. On aimerait bien avoir, peut-être dans quelques temps, programmé probablement un autre cycle de webinaire. Si Dieu nous aide, parce que c'est vrai que c'était, on a programmé quelque chose à projeter, mais c'est vrai que c'était, en résumé, c'était une expérience extraordinaire. Ces moments de partage de nous avec nos collègues de différentes universités, c'est-à-dire entre une université tunisienne, des universités tunisiennes, parce qu'il n'y a pas comme moi des universités du Burkina Faso, de Cameroun, du Congo. C'était un partage extraordinaire. Nous aussi, on a progressé, je pense, durant ces derniers mois à préparer, à partager entre nous et avec les autres. Déjà, on a fait une progression astronomique dans ce domaine. En profondeur. En profondeur, oui, c'était vraiment, il y avait de la pédagogie active. On a géré des grands groupes quand même et on a essayé de faire de l'alignement pédagogique et des objectifs d'apprentissage. Donc, bon, je pense qu'on a pu faire le tour. On espère bien revenir bon, au bout de quelques temps, à ces jours, mais on espère bien, on est en train d'y penser, faire un autre cycle de webinaire. J'espère. Voilà.
Merci Pardon, beaucoup. oui, c'est souhait. J'ai vu dans les réactions qu'il y a pas mal de thèmes que les uns et les autres, les participants, souhaitent qu'on approfondisse. On pourrait Ah, ah. récupérer tout ça et envisager peut-être une autre série. Ouais, ça c'est exactement la boutique des connaissances de l'ULB. Donc, Oui, mhm. c'est des gens qui demandent et on va essayer de. Ouais, ça serait bien. Je pense qu'on donne la parole à Zach. Euh, j'aimerais dire merci à tous pour euh, cette série. Donc, j'avais dit une première série, mais bon, je trouve qu'on revient sur... certainement, on va revenir. Et comme je l'ai dit, vos réactions, la réaction des uns et des autres, c'est ce qui nous permettra d'aller encore beaucoup plus en avant, préparer pour partager. C'est pas facile, mais bon, on est vraiment ravis de le faire. Ça devient une seconde mission pour nous, partager et voilà, je crois bien que nous avons les contacts des uns et des autres. On les recontactera pour donner suite. Merci beaucoup. Je pense nous Euh, remercions euh, docteur. Oui, allez-y, docteur par- Olfa. par- juste à Fipu. Ah oui, Et oui, je pense que donc la majorité ont déjà assisté à au moins une séance et chaque fois je suis revenu sur la présentation de FIPUN. Exact. Donc avec beaucoup d'humilité, voilà, je suis le promoteur de cette formation, de ce projet qui est étalé sur 5 ans. Donc il y aura au total 60 enseignants formés en pédagogie d'université numérique. Euh, Bien sûr, on a déjà des résultats. C'est webinaire, je ne sais pas c'est comment. En tout cas, l'équipe qui est derrière, l'équipe pédagogique que vous voyez, est très satisfait vraiment de cette initiative. Et je crois que voilà, c'est du concret. Finalement, je vais revenir sur un terme que j'ai utilisé quand vous étiez ici. C'est notre façon vraiment de donner du sens à la vie, c'est-à-dire le partage. Et voilà, donc je me réjouis et je tiens sincèrement à vous remercier d'avoir pris cette initiative et saluer aussi les participants qui sont dans différents pays, qui viennent de différentes universités. Et donc, comme je l'ai dit dans les séances précédentes, n'hésitez pas de tenter votre chance. Et donc, chaque année, il y aura 12 bourses. Et voilà. Et notre souhait, c'est que enfin, au moins chaque pays francophone ait au moins deux, voire plus, formés en fait. C'est mon souhait le plus ardent. Et c'est ce que nous essayons de faire voilà, dans le but de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans les pays francophones africains, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Je n'ai pas vraiment des termes forts pour saluer cette initiative. En tout cas, bravo pour cela et bonne continuation. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne raterai jamais, jamais une telle activité. Et d'ailleurs, les deux séances, j'étais en déplacement. Je peux le dire aujourd'hui, j'étais au Congo, à Lubumbashi, et la semaine passée, j'étais à Kinshasa. Et dans le but, justement, de contribuer vraiment à donner de ma façon le sens à la vie en partageant euh, ma modeste expérience, en fait. Voilà. Merci beaucoup à vous toutes et tous et merci à l'équipe qui a initié cette initiative. merci. Merci, Libera. Ah, je vois encore une main levée. Ah oui, Monsieur Bengayed.
Oui, moi, je demande en plus de programmer une deuxième série telle que cette Merci série aussi à tout le monde. pédagogique. J'aimerais bien, si c'est possible, d'organiser des groupes de travail par thème ou bien par spécialité en pédagogie avec vous, avec l'audience, avec les participants qui ont participé à cette série de séminaires pédagogiques pour faire des mises au point, pour faire de production scientifique, des méta-analyses, par exemple, en pédagogie, concernant des thèmes particuliers. Si c'est possible de lancer cette idée, ça sera une bonne idée, je pense, avec vous, hein. Ça marche. Merci beaucoup. Merci pour... Hervé, je voudrais juste, avant que Zach passe les dernières vidéos, je voudrais juste D'accord. dire un point dans ce contexte, en fait. À l'ULB, on nous a parlé, durant la formation en FICUN, on nous a parlé de certaines communautés qui se créent entre enseignants. Et d'ailleurs, justement, c'est dans le même contexte. Ce matin, j'étais en train de proposer à quelques-uns de mon université qui étaient avec nous ici durant ces webinaires de créer un petit groupe, une petite communauté, d'accord, où on va repartager et chacun peut envoyer le lien à n'importe qui est intéressé de s'approfondir en fait en profondeur dans le domaine de pédagogie et chacun de nous, chacun de vous peut faire exactement la même chose dans son université, dans son institution. Commencez par créer des petites communautés, partagez vos travaux, vos idées, vos discussions. Ça va vous améliorer et nous améliorer tous ensemble. Voilà, c'était ça l'idée. Donc, bravo, c'était une très bonne idée. Bien, merci. Une communication. Je ne sais pas s'il y a... Pascal, tu as une préoccupation? Non, juste certains demandent si ils auront une attestation. Oui, nous confirmons qu'il y aura une attestation. Un mail vous sera envoyé pour Dans cela. la soirée, ouais. On Voilà, retourne la soirée. ce soir même. Ouais. Voilà, donc pas d'inquiétude à ce niveau. On est en train de réfléchir aux modalités pour vous les envoyer. Ouais. Merci. Stéphane? Oui, merci. Merci Hervé. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont tenu. Ça fait un mois quand même, c'était pas facile. J'insiste, j'espère qu'on aura une prochaine série de webinaires. Il y a plein de choses à partager, pas seulement nous écouter, mais aussi partager avec nous vos expériences. Je suis contente de vous avoir eu et je vous dis à très, très bientôt. OK, merci bien. Et donc, la suite au prochain numéro. Avant, il y a quelque chose. Bonjour, je suis Dr Pascal Colès-Noré, maître de conférence à l'Université Saint-Thomas d'Aquin de Ouagadougou au Burkina Faso. Ce fut un plaisir pour moi d'animer la toute première séance de notre formation sur le thème de l'alignement pédagogique. J'espère que cette formation vous a apporté quelque chose et je vous espère encore beaucoup nombreux et nombreuses à la prochaine série de formations. Merci et à bientôt. Bonjour. Bonjour, je suis le professeur Dr Hervé Moutombe. Je suis enseignant-chercheur et j'interviens comme professeur associé à l'Université de Kolwezi et à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kolwezi en République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre participation. En fait, je suis intervenu dans ce webinaire sur la plage qui portait sur les objectifs d'apprentissage, bien qu'il y ait des petits soucis par rapport à ma connexion, très souvent obsolète. Toutefois, encore une fois, merci et je vous invite à souscrire massivement au prochain numéro. Ciao! Coucou, bonjour, je suis le docteur Stéphane Soquin de l'Université de Yaoundé 1, c'est au Cameroun. Je vous remercie très sincèrement d'avoir été présent pour notre première édition de webinaire et surtout d'avoir été présent pour ma présentation sur la pédagogie des grands groupes. J'espère vous avoir pour la seconde édition et j'espère surtout que vous avez été très satisfaits. Ne ratez pas la prochaine fois, nous vous y attendons.
For those who speak English, don't be worried. If you need any translation of our presentations, kindly notify. Thank you so much and see you next time. Bonjour tout le monde, je suis Olfa Yemen, Université Tunis El Manal de la Tunisie. On a fait ensemble le webinaire de la pédagogie active. C'était, si vous vous rappelez, un webinaire assez actif. Je voudrais vous remercier d'avoir été là. J'espère que vous avez bien profité. J'espère que vous avez apprécié. Voilà, je vous dis à la prochaine, j'espère bien, dans un prochain cycle de webinaire. Au revoir, bye. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'avoir été des nôtres pour cette session de webinaire. Je suis Kamsi Zakari de l'Université Joseph Kizerbo du Burkina Faso. J'ai été bien heureux de présenter cette dernière session intitulée Apprentissage en profondeur. Et je suis ravi que vous ayez participé à l'ensemble de ces webinaires. On espère que vous avez été bien heureux et nous vous disons merci et à la prochaine session. Au revoir. Bye bye. Et voilà. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci. Merci à vous tous. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. Salut, à la prochaine. Les Salut. intervenants. Et au revoir à la prochaine. On espère que le prochain numéro ou la prochaine série sera très bientôt. Laissez-nous nous reposer un petit peu. Hein. À la prochaine. Mhm.